Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien Acte 9. On se retrouve cette fois pour parler, comme d'habitude, des questions économiques. Alors, selon des informations de 2002 en 2024, la RDC a connu une croissance moyenne de 6% contre 4% en Afrique subsaharienne. Beaucoup d'indicateurs macroéconomiques jugés positifs, mais la grande question c'est qu'est-ce qui justifie le fait qu'on ne sait pas aller vers la résilience, on ne sait pas transformer cette économie pour justement aller vers l'apogée de cet État qui a vocation d'une puissance sur le continent africain. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons un invité, un habitué de cette émission. Il s'appelle Alexandre Anchoué, professeur d'université, consultant au niveau international, mais également ancien conseiller. Il a traversé des générations au niveau de la primature. Avec lui, on va justement poser cette question fondamentale de savoir comment faire pour transformer l'économie congolaise. Et pour aller droit au but, Alexandre Anchoué, merci et bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien. Merci beaucoup pour l'invitation qui m'a été lancée. Alors, d'entrée de jeu, on ne va pas aller trop dans les graphiques depuis un moment. Je crois que beaucoup d'indicateurs aujourd'hui font le bilan des acteurs économiques, mais l'économie, elle, est restée statique. Elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé. La question, c'est que si on veut parler de la transformation économique en RDC aujourd'hui, par quoi il faut commencer et quel est l'état de cette économie actuellement? Je voudrais d'abord préciser plus ou moins certains éléments pour que l'on puisse bien définir le cadre dans lequel nous allons inscrire notre réflexion. Il est important d'abord de noter que de 2002 à ce jour, l'économie de la RDC a réalisé une croissance positive. C'est-à-dire que d'année en année, le PIB réel de la RDC a eu à augmenter. Et durant cette même période, on a également constaté que malgré cette évolution positive de la production intérieure brute, le niveau de la pauvreté reste très élevé en RDC. Selon la dernière estimation qui a été faite par la Banque mondiale en 2022, on chiffre cette pauvreté en RDC à 72%. Alors si nous cherchons à faire un rapprochement entre ce que la RDC a réalisé comme performance, aussi bien sur le plan de la croissance que sur le plan du bien-être, il y a lieu d'établir un contraste. C'est que sur la période considérée, soit 2002-2024, la RDC a réalisé une croissance moyenne de 6,23%. Et la région Afrique subsaharienne a réalisé une croissance de 4%. Donc, il y a 2 points en plus que la RDC a réalisé. Okay. Mais lorsqu'on regarde certains indicateurs de développement humain, notamment le taux d'abord de pauvreté lui-même, on se rend compte que la moyenne au niveau de la région Afrique subsaharienne est de 34,4%. Alors que chez nous, c'est 72%. Donc, plus l'écart est énorme. L'écart est énorme. Quand vous regardez également l'espérance de vie à la naissance, la RDC a un niveau d'espérance inférieur à la moyenne subsaharienne. L'IDH de la RDC est également inférieur à la moyenne subsaharienne. Et bref, tout ça montre que malgré cette performance en termes de croissance économique, l'économie de la RDC n'arrive pas à être au service du développement humain. Une autre question qu'on pourrait se poser de manière subsidiaire à cette constatation est que durant toute cette période ici, la RDC a eu à faire des réformes. Depuis 2002, il y a des réformes. On a, n'est-ce pas, mis en place un nouveau code des investissements. On a mis un code agricole, un code minier. Bref, il y a plusieurs documents qui ont été mis en place pour modifier l'environnement général dans lequel opèrent les entreprises. Et ces réformes ont certes permis de booster la croissance économique parce que la croissance a été au rendez-vous. Ça justifie une certaine dynamique du secteur privé, mais l'économie reste mal organisée. Ce qui veut dire que notre modèle économique pose problème. Un élément que je pourrais faire prévaloir ici, c'est quoi? C'est que nous savons qu'en RDC, la population augmente annuellement à un taux moyen de 3,1%. Et en RDC, aujourd'hui, la pauvreté se chiffre à 72%. Le taux de malnutrition se chiffre à plus de 40% pour les enfants de moins de 5 ans. Mais au même moment que l'on constate tout ceci, on se rend compte que la part du secteur agricole dans le PIB de la RDC est en diminution. On était à 40% dans les années 80, 90, mais aujourd'hui, on est à 15%. Mais comment se fait-il que les besoins sont en augmentation du fait de la croissance démographique, la malnutrition bat son plein, on a un potentiel énorme, mais la part de l'agriculture diminue. Ça montre que la structure de l'économie n'est pas bonne.
Un autre constat majeur qu'il faut aussi faire, c'est que la croissance économique réalisée par la RDC de 2002 à 2024 a été portée par le secteur extractif. Oui. Alors, ce secteur, certes, contribue à la croissance, mais ne contribue pas suffisamment à la transformation ou au développement de l'économie congolaise. Il y a une nuance là-dedans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous voulons réellement attaquer ces problèmes de pauvreté et de sous-développement que nous connaissons, il serait important de reconsidérer notre modèle économique. C'est-à-dire comment est-ce qu'il faudrait réorganiser notre économie pour arriver à faire des performances qui, justement, nous permettront de donner à la population des niveaux de revenus par habitant supérieurs, ce qui créerait bien sûr une classe moyenne, et cette classe moyenne servirait de support à la dynamique de l'économie parce que la demande est aussi un élément qui booste la croissance d'une économie. Donc c'est ça le contexte dans lequel nous sommes. Et vous l'avez dit au départ en introduction, c'est que malgré tout ce qui a été dit et ce qui semble être observé, eh ben, la pauvreté demeure, les problèmes, les défis sont majeurs. Mais je ferai d'abord remarquer que nous avons aussi une mauvaise lecture en RDC des problèmes et des besoins réels en termes de développement économique. Oui, nous faisons souvent un focus sur la stabilité macroéconomique. Mais la stabilité macroéconomique n'est pas une fin en soi. Okay. On ne peut pas garantir un niveau de bien-être très élevé à une population par la stabilité macroéconomique. Parce qu'il faut produire, créer plus de richesses. Donc, c'est la croissance économique. Et dans nos différents enseignements d'économie, nous montrons aux étudiants, aux apprenants que la stabilité macroéconomique est bonne dans la mesure où elle permet de préserver, d'une part, le pouvoir d'achat, des revenus, mais aussi ça permet de pouvoir faire de bonnes conjectures en ce qui concerne l'investissement ou les décisions qu'on fait entre consommer aujourd'hui ou demain, ainsi de suite. Ça, c'est juste ça. C'est comme si on fait un focus plus sur les traitements que l'on prend pour faire tomber une fièvre, alors que pour vaincre la maladie, il faut attaquer les vraies causes. Et donc, c'est ça le vrai problème. Donc, il faut qu'on arrive à bâtir un nouveau modèle économique, c'est transformer notre économie. Ok, mais puisque vous parlez de s'attaquer aux causes, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est justement parce que cette économie se repose sur des éléments qui sont éloignés de ses valeurs différentielles? Parlons par exemple de l'agriculture ou de l'énergie. Non, en fait, c'est la manière d'aborder les problèmes qui dérangent. Parce qu'effectivement, nous avons aujourd'hui plusieurs documents programmatiques. Nous avons le PNSD, nous avons le PDI, qui est le plan directeur d'administration. Nous avons le PTA, le plan d'intention d'agriculture. Et avant ça, il y avait d'autres programmes également. On a eu des projets, des parcs agro-industriels, tout ça, mais ça n'a pas marché. Et donc, tout ceci montre que notre façon de regarder et d'aborder les problèmes pose problème. Il serait important d'avoir un nouveau regard et savoir bien cibler l'action pour pouvoir aussi transformer cette économie. Oui, mais par exemple, quand vous parlez bien ciblé, les documents, il y en a, le boussole existe, mais à ce niveau, la grande question que les gens qui nous regardent poseront la question est à quel niveau ça bloque? Alors, laissez-moi vous donner quelques orientations. Okay. Comme ça va nous aider à mieux comprendre ce qu'il faut faire. Alors, avant d'aller vers quelques éléments de recommandation, déjà, je voudrais noter que les PME occupent une place de choix dans l'économie congolaise. Et plusieurs ménages congolais vivent grâce aux PME. Ça veut dire que si aujourd'hui nous voulons faire face à la pauvreté, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut appuyer les PME, les amener à jouer un rôle plus important dans le fonctionnement et le développement de notre économie. C'est à ce prix justement qu'on pourrait créer plus de performances, de progrès et aider les populations à avoir des niveaux de revenus supérieurs. Et cela impacterait positivement sur le niveau de vie moyen en RDC. Mais il faut savoir comment est-ce qu'on procède. Il faut aussi noter que nous, en RDC, la plupart de nos PME sont mises en place avec des fonds qui proviennent de l'étranger. Nos frères et sœurs envoient de l'argent de l'étranger en termes de transfert ou de remittances et ça nous permet de financer. Et donc, c'est par ce vecteur-là. Dans certains pays, ayant compris le rôle que jouent les ressortissants qui sont à la diaspora dans le financement de l'économie, on met en place des mécanismes nouveaux de financement à travers les ressources provenant de la diaspora. Je pense que c'est une voie que l'on peut aussi exploiter dans le cadre de la réflexion que nous menons actuellement sur les mécanismes de transformation de l'économie congolaise. Mais concrètement, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous avons des richesses, des atouts, mais la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous faisons de cela? Je vais vous donner des exemples. Lorsque nous allons à Kitambo, à Bandalungwa, à Kassavubu, il y a de nos frères qui sont là, des garagistes. Certains parmi eux n'ont peut-être pas eu la chance d'aller à l'école, de faire de grandes études, mais lorsqu'ils vous prennent un véhicule Toyota
Mercedes ou une autre marque, et qu'il les répare, vous voyez qu'il fait un bon travail. Mais c'est une énergie positive. Il faut capitaliser sur ça. Parce que sans appui, sans accompagnement, il fait ce qu'il fait là. Mais s'il y avait un encadrement et un appui, ne ferait-il pas mieux? Je pense que si. Imaginez un peu si on arrive, par exemple, à identifier tous ceux qui sont dans le secteur. On leur donne des numéros d'identification. C'est faisable. Avec du miel, on peut attirer, n'est-ce pas, qui on va attirer. On leur donne ces numéros et on les organise selon leur domaine d'intérêt. Et on arrive à mettre en place des programmes d'appui au renforcement des connaissances. On leur apprend à lire, parce qu'il y a des fois des pièces qui arrivent qu'il faut changer, mais il faut lire, ne serait-ce que la notice. Mais si on leur apporte ce concours et qu'on les encadre, on les organise en coopérative ou en garage structuré, mais ça change, n'est-ce pas, la physionomie du secteur. Et on peut gagner plus en termes de productivité et d'efficacité. La question serait de savoir, le potentiel au niveau de la RDC, il y en a plein. La question, c'est où trouver des ressources pour aller vers les coopératives, parce que, je vous rappelle, que le gouvernement actuel a essayé d'équilibrer les dépenses courantes aux dépenses d'investissement, sans pour autant arriver à prendre des nouvelles directives justement pour aller soutenir cette économie. Comment faudra trouver des ressources? Car on parle quand même d'un État de près de 120 millions d'habitants. Je parlerai de cette question de financement par la suite, mais là, je vous montre d'abord des schémas de transformation de l'économie. Des schémas, ok. La question du financement viendra après. Mais je vous montre donc qu'il y a un potentiel dans le secteur. Il suffit donc d'identifier les acteurs. Et en les identifiant déjà, on formalise l'économie, on les organise et on leur apporte un appui à travers des incubateurs pour renforcer leurs compétences. Vous imaginez un peu, on réunit tous ceux qui sont mécaniciens Mercedes et on prend un formateur qui vient leur apprendre certaines choses pour améliorer leur façon de faire. Mais il y a un gain de productivité. Et si on les organise dans des garages spécifiques avec des éléments d'assurance, mais quand vous allez avec votre voiture là-bas, non seulement que vous travaillez avec une structure, il y a une assurance qui couvre les activités et vous savez où vous plaindre en cas de problème, où faire un suivi, tout ça. Et tout ça est structuré et de part et d'autre, il y aura de la satisfaction. Et quand vous dépensez votre argent pour qu'on répare votre véhicule, vous êtes satisfait dans la mesure où on vous rend des services de qualité et vous êtes rassuré même. Vous voyez que ça, c'était un élément. Je l'ai souvent dit, quand vous allez à Delvaux, vous voyez nos frères qui sont là, qui produisent des tables, des meubles. Mais ce sont des gens talentueux. Mais quand vous regardez certains équipements qu'ils utilisent... Mais on a un Congolais qui fournit le meuble, la présidence de Brazzaville, c'est Papa Commanda, pour ne pas faire la pub. Mais voilà, donc c'est pour dire qu'il y a un potentiel énorme. Mais il faut aller vers ces gens-là et les accompagner. Les appareils de rabotage que certains utilisent sont vieux, ce sont les appareils des années 80-90, alors que la technologie avance. Mais regardez ce qui se fait actuellement et donnez-leur un appui pour améliorer leur équipement. Vous allez voir ce qu'ils vont faire, parce que ça ne coûte pas grand-chose. Certains appareils coûtent 40 €. Est-ce que c'est 40 € qui manquent pour accompagner ces gens? Non, je ne pense pas. Donc, il serait important de voir comment aussi identifier ces acteurs-là. Ils existent, certains sont structurés, d'autres non. Les amener à une bonne structuration. Et certains d'entre eux ont besoin d'un appui technique, et la plupart d'ailleurs, pour améliorer la qualité des produits. D'autres aussi ont besoin d'un appui sur le plan managérial, l'organisation de leur... Mais tout ça, on leur apporte un concours avec des incubateurs. Donc, on structure le secteur. Okay. Et quand il y aura des gains de productivité, on peut ensuite les amener même à la spécialisation. Non, mais on constate que vous, Mike, vous produisez mieux les tables que les chaises. Ah, mais par contre, Marlon, lui, il est fort dans les lits. Donc, chacun se spécialise. Et quand vous arrivez à cette spécialisation-là, ça permet d'être encore plus efficace et de mieux organiser le secteur. Nous avons du bois de qualité. Si le gouvernement développe un programme d'accompagnement pour ces intrants comme les tissus, on arrive à retrouver des tissus de qualité, des équipements minimum de bonne qualité, mais ça va booster le secteur. Et une fois qu'on fait cette transformation-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche maintenant à les amener à suivre ou à se positionner par rapport aux standards internationaux. Et du coup, on fait quoi? On développe l'industrie et comme le bois est de qualité, on va faire de l'import-substitution. Parce qu'autrefois, déjà, les années 70, on en parlait, mais on n'a pas fait ça. Mais si aujourd'hui, on arrive à cela avec des meubles de qualité, alors vraiment de qualité, une finition parfaite et du bois solide et avec même des mesures commerciales assez spécifiques. J'ai une question, mais c'est encore une question de financement. Mais bon, non, je reviendrai à cette question de financement. Je préfère le garder parce que... Donc, vous voyez, ça, c'est encore un autre élément que je présente. Nous avons un problème. Le potentiel agricole est énorme. Le potentiel halieutique énorme, 700 000 tonnes de poissons par an. Mais il y a des zones où il y a ce poisson, mais on n'arrive pas à trouver ce poisson-là. Et il y a certains de nos frères, par exemple, qui viennent de l'Équateur, qui nous amènent du poisson à travers des baleinières, mais ils font souvent des accidents en cours de route parce que les baleinières sont des engins de mort.
Mais quand vous allez dans le Sud Kivu, malheureusement, actuellement, la situation est assez particulière sur le plan sécuritaire, mais vous trouvez de nos frères congolais là-bas qui font des bateaux. La première fois que je suis arrivé là-bas, je me suis posé la question, qui a importé? On dit non, c'est fabriqué localement. Et je suis allé sur place, j'ai vu. Et donc, il y a ce talent-là. Mais il faut accompagner nos frères qui font ce travail pour que l'on puisse développer davantage ces bateaux-là et voir comment est-ce qu'on peut les déployer sur l'ensemble du pays. Ça va faciliter la circulation des personnes et des biens. Et c'est un élément qui va libérer un potentiel. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut bâtir le progrès. Nous avons aussi la cuisine congolaise, notre gastronomie. Mais c'est une richesse. Et qu'est-ce qu'on en fait? À plusieurs reprises, moi j'ai vu des étrangers venir ici, on leur propose des mets congolais, ils sont contents, la chikwang, le pondu. Vous imaginez que le pondu est mangé par tous les Congolais. Dans chaque province, on mange le pondu. Il y a combien de façons de préparer le pondu? N'est-ce pas une richesse? Aujourd'hui, dans le monde, quand on parle des Italiens du point de vue de la gastronomie, on voit quoi? Les pâtes, les pizzas, mais voilà, on peut capitaliser sur ça. Même la musique congolaise, on a le répertoire de Franco. Le répertoire de Taboulé, de Papa Wemba, de Zaïko, c'est une richesse. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nos artistes meurent pauvres parce que le secteur n'est pas organisé alors qu'il y a une mine d'or dedans. J'ai vu que Papa... on a un sérieux problème avec l'organisation, visiblement, oui, la gouvernance, des différents secteurs. La gouvernance, une vision et des actions qui vont dans ce sens-là. Ça vous aide. Donc, vous comprenez qu'il y a un potentiel de développement qui est là réel. Il faudrait juste cibler et travailler là-dessus. Donc, le schéma que je propose, c'est lequel? C'est qu'en ce qui concerne les PME, familiales ou individuelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait passer par une phase de stabilisation. On se rapproche d'eux pour les accompagner, avec du miel, bien sûr. Et à ce stade-là, on arrive déjà à les identifier. C'est une formalisation qui se met en place. On les accompagne ensuite pour qu'ils puissent améliorer leur organisation ou leur productivité, ou leur manière de tenir la comptabilité. Bref, ça permet donc de réaliser déjà quelques gains sur le plan de l'organisation et des performances et des perspectives. Une fois qu'on fait ça, eh bien, on leur apporte encore d'autres concours, soit sur le plan de financement, des petits crédits, mais qui sont bien gérés, bien organisés, avec des modalités faibles, et même des aimants d'incitation pour la performance. Et avec ça, elles réalisent un progrès sur le plan de la productivité. Et ensuite, on voit comment les aider à se spécialiser. Et si elles se spécialisent, elles peuvent ensuite voir comment conquérir le marché avec des produits de qualité. Et dans la stratégie, il serait aussi important de faire quoi? De voir comment assurer l'intégration de nos PME par rapport aux grandes entreprises qui existent déjà. Ce serait donc l'occasion de créer un modèle économique autre et fort. Ça, c'est une voie à suivre. Et je pense que si on fait ça, on va réellement modifier la structure de notre économie. Nous avons des grandes industries aussi, disons-le, dans le secteur des mines ou encore des hydrocarbures. Mais le secteur n'a pas beaucoup d'effets transformationnels parce que les matières premières sont extraites et ensuite exportées à l'état brut. Parce que le capitaux viennent d'ailleurs. Non, c'est parce que nous n'imposons pas un schéma de développement des ressources. Avons-nous le moyen de notre politique d'imposer à ces niveaux-là? Certains pays africains ont ouvert leur économie aux capitaux étrangers. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exigé à ceux qui investissent d'introduire dans leur plan d'investissement une composante transformation des matières premières localement. Nous, on a levé une autre option, c'est une politique sociale. C'est-à-dire, vous exploitez sur place, il faut faire développer la communauté, construire des routes, mettre en place l'électricité, et résoudre le problème direct. La RSE est venue tout récemment ici, mais ce n'est pas ça. Il faut créer des mécanismes de création de richesse pour développer l'économie. Ça, c'est du social. Le social a besoin de la performance économique. Oui, mais l'État s'en est servi pour accélérer le processus de développement de zones d'exploitation minière. On ne peut pas demander à la fois aux gens de développer les espaces et de pouvoir... Non, nous, on ne demande pas de développer des espaces, on demande de créer plus de richesses pour créer plus d'emplois et plus de revenus aussi. Parce que quand vous avez une chaîne avec plusieurs étapes ou plusieurs stades de transition, il y aura aussi plus de création d'emplois. Et plus on avance dans le cycle de transformation des produits, plus les rémunérations augmentent. C'est comme ça qu'on crée le développement dans une économie. Le social, là, direct qu'on fait là, ça n'a pas d'impact. Et cet argent que l'on reçoit si souvent dans le cadre de la RSE est souvent mal géré, ce qui fait que les impacts sont limités. Mais si aujourd'hui, on amène tous ceux qui investissent dans le secteur des industries extractives à
transformer les produits localement, vous allez voir une transformation importante dans notre économie. Et même dans l'agriculture aussi. Je crois que, je l'ai dit une fois à la télévision, à l'époque, un ancien Premier ministre nous avait envoyé en Afrique du Sud voir un peu ce qui se passait pour voir si nous pouvions faire de même ici en RDC. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a vu par exemple que certaines entreprises qui produisent le lait, chez nous ici, ces entreprises n'apportent que du lait, on nous vend, on dépense et les capitaux ou les produits de vente sont renvoyés à l'étranger. Mais en Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a exigé de s'installer là-bas et de transformer localement. Ce qui fait que les fermiers sud-africains trouvent une opportunité d'affaires en vendant du lait de vache. Le lait de vache, oui. Eux reprennent ça, Ils ont établi une vraie chaîne de valeur. Voilà, ils ont une vraie chaîne. Ils transforment le lait, ils pasteurisent, ils transforment en poudre, en liquide. Ils fabriquent des boîtes de conserve ou des petites boîtes en carton et ils mettent ça et ensuite ils vendent. Vous voyez toute la chaîne là, le nombre d'emplois créés. Mais pour arriver à ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait? Mais on prend des mesures incitatives. Dès qu'on dit ceci, tout nouveau investissement dans le secteur extractif doit avoir telle composante dans son business plan. S'il n'y a pas, on n'agrée pas. C'est facile de le faire quand on est les Burkina, quand on est les autres. Quand vous êtes le Congo où cette industrie extractive est l'élément principal des enjeux au niveau de politique internationale, il faut reconnaître qu'il y a une difficulté pour l'État congolais. Je ne pense pas tellement parce que je ne sais pas, mais je ne vois pas l'étranger vous imposer certaines choses qui seraient contre votre développement. Si d'autres le font, pourquoi pas nous? Je vais prendre un exemple présent. Aujourd'hui, on est décidé pour pouvoir aller trouver une solution sur la question de la guerre de l'Est, de trouver des accords sur les matières stratégiques avec les États-Unis. Dans ce contexte-là, comment faire pour pouvoir en profiter suffisamment? Et ça, c'est notre histoire depuis le début. Non, en fait, le problème, c'est et ça, ce sont des questions de gouvernance, et j'ai pu vivre ça moi-même, c'est que des fois, nous ne sommes pas sérieux dans notre façon de faire les choses. Mais à l'époque, j'étais à la primature, j'ai vu ça. Nous partons en mission pour le compte du gouvernement. Et on est dans une délégation de 15 personnes, mais il n'y a que 3 personnes qui ont participé aux réunions. 12 autres ne sont pas dans les réunions, sont dans les magasins parce qu'ils ont reçu les frais de l'État. Mais avec ce genre d'attitude, comment voulez-vous avancer? Alors qu'il y a des pays africains, lorsqu'ils vont en mission, leurs délégués discutent réellement avec les partenaires pour pouvoir trouver des orientations. C'est ça la vraie difficulté. Donc c'est un problème de sérieux, mais il faut que l'on puisse changer. Mais je ne pense pas que ce soit une fatalité, parce qu'il y a certains pays africains, notamment le Botswana, qui disposent aussi d'importantes ressources en minerais, qui ont fait des progrès, et pourquoi pas nous? Et le modèle du Botswana est cité parmi l'un des meilleurs modèles au monde jusqu'à présent. Donc je pense qu'il est question pour nous de reconsidérer les choses et d'en arriver là. J'ai parlé de l'Afrique du Sud, mais c'est un pays africain. Vous savez que dans les années 60-70, l'Afrique du Sud n'est pas le même niveau que nous. Certains d'entre eux venaient même ici pour se faire soigner, d'autres venaient étudier à l'université de Kinshasa, par exemple. Mais pourquoi on a reculé? Et pourquoi eux ont eu à progresser? Parce qu'ils ont mis en place justement des mécanismes. Donc je pense qu'il serait important que l'on puisse faire des réformes du climat des affaires et accorder des facilités. Des éléments d'incitation, on dit voilà, toute entreprise minière qui existe aujourd'hui en RDC, si elle transforme ou elle change sa chaîne d'activité en y apportant une composante transformation locale, eh bien, on lui accorde telle facilité sur le plan fiscal. Voilà, on grève par exemple ses impôts de tant de points de pourcentage. Certains diraient que non, voilà, c'est une baisse de recettes pour l'État. Non. On fait ça, mais quand on ajoute cette composante-là, qu'est-ce qui se passe? On crée de nouveaux emplois. Ce qui fait qu'il y aura des Congolais qui vont trouver du travail et à travers l'impôt sur le revenu, à travers l'impôt sur la consommation, on va récupérer, mais structurellement, on modifie l'économie. Et à terme, vouloir ou pas, ce changement aura des impacts indéniables. C'est ce qu'il faut faire. Donc on compense. Mais il faut justement avoir cette lecture, cette capacité de comprendre. Notre pétrole, mais qu'est-ce qu'on en fait? On importe le léger qu'on consomme et on a le brut. Et encore là, on produit des quantités faibles. Mais si on développe toute une raffinerie ici, ça va faire qu'on va possiblement réduire nos importations, n'est-ce pas? Et s'il y a baisse d'importation, c'est que nous allons dépenser de moins en moins de devises pour pouvoir importer le pétrole. Il y a eu des intentions à ce niveau-là. Il y a eu un appel d'offres aujourd'hui qui malheureusement contrépare. Non, attention, non, vendre les blocs pétroliers, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à transformer. Oui, les textes voulaient apporter une dimension transformationnelle sur place. Il faut vouloir aller dans l'action et il faut accorder des éléments de facilité. Parce qu'il y a des investisseurs qui cherchent où placer leurs capitaux dans le monde. Il y en a.
Mais le problème, c'est qu'il faut créer l'environnement. Ils ont besoin de sécurité. Mais il faut créer cet environnement favorable. Mais justement, c'est ça, il faut aller vers ça. Il faut vaincre la corruption, tous ces mots, il faut vaincre ça. Sinon, on va toujours prêcher la même chose et on n'avancera pas. Et certains qui ne sont peut-être pas économistes ou qui ne sont pas dans cette sphère de la décision vont nous prendre pour des farceurs, vont dire que mais ces gens-là, ils nous racontent toujours des histoires. Alors qu'en réalité, ce qui se fait ailleurs peut être fait ici. Mais pourquoi? C'est pas que le Congolais est maudit. Sinon, s'il y a une malédiction, alors demandons. Ils ont l'habitude de dire que vous parlez, ce sont des théories, mais ce sont les mêmes théories qui ont développé l'économie. Je ne parle pas des théories. Non, les Congolais. Quand ils écoutent les langages quand on parle économie en RDC, c'est devenu presque des théories pour le Congolais parce qu'ils ne voient pas les résultats. Contre-performance, oui. Contre-performance. Oui, pourtant, ce sont les mêmes théories qui transforment toutes les économies au monde. Mais la théorie économique, des fois, résulte de quoi? De l'observation. Ce qu'on voit, on le théorie, c'est tout. Il n'y a pas de magie, on ne change pas. Ce sont des réalités que nous vivons. L'économie est même une discipline qui est attachée à l'existence de l'homme. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème, c'est plutôt l'homme qui se comporte mal. Et donc, avec tous ces changements-là, même au niveau de l'agriculture, il y a lieu de développer tout un modèle de transformation de l'agriculture pour pouvoir faire de l'agriculture congolaise un levier de progrès. Mais je peux vous choquer, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas d'agriculteurs en RDC, ou presque pas. Parce que la plupart sont des paysans qui font de l'agriculture une activité de survie juste. Alors qu'il faudrait faire l'agriculture comme une activité économique à part entière où on investit, on prend des risques, on s'engage. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à cela alors que le potentiel est énorme? C'est justement parce que l'environnement ne s'y prête pas et il y a aussi des facilités qui n'arrivent pas. Le chef d'État a donné une belle orientation, il dit qu'il faudrait faire la revanche du sol sur le sous-sol. Mais comment on y parviendra s'il n'y a pas de mécanisme clair d'accompagnement des PME agricoles, par exemple? S'il n'y a pas une vraie lisibilité dans les politiques de transformation du secteur, on a parlé des parcs agro-industriels ici, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? La gouvernance, les orientations ne sont pas bonnes. On doit financer, n'est-ce pas, l'économie, mais le financement de l'économie pose problème. Alors, arrivons à la question de financement. Il y en a une deuxième qui va arriver juste après. Alors, quand vous regardez les chiffres sur le crédit accordé à l'économie, le crédit accordé à l'économie congolaise par le système financier national est de 7 à 8% en moyenne sur les 20 dernières années. Alors que pour la région Afrique subsaharienne, on est à plus de 20%. Vous comprenez un peu ça? Ça veut dire que nous avons déjà des mécanismes faibles de financement de notre économie. Et au niveau de nos banques aussi, parce qu'elles sont des filiales, tout ça, il y a des sorties de capitaux que l'on ne maîtrise pas. Ce qui fait que le niveau de financement interne de l'économie pose problème. Alors, parce qu'il faut des ressources, il faut donc savoir les mobiliser. Et donc, dans cette logique-là, moi je pense que le gouvernement devrait mettre en place toute une politique de financement de l'économie. Dans cette politique, il y aura une composante qui reprendrait les différentes mesures à prendre pour mobiliser toutes les sources de financement possibles. Aujourd'hui, avec n'est-ce pas, les questions environnementales, nous avons la capacité de mobiliser des fonds verts. Tout ça, il faut mettre en place. Il y a des gens qui ont de l'argent dans le pays, mais qui n'investissent pas. Pourquoi? Il y a aussi des capitaux étrangers qui veulent bien venir ici. Mais pourquoi ça ne vient pas? Donc, tout ça, ça devrait faire l'objet On n'a pas été capable d'en avoir suffisamment sur le fonds des résiliences, nous-mêmes en tant qu'État. Donc, eh bien justement, il faut corriger. Ce n'est pas une fatalité. Les erreurs, on les commet tous. Qui ne commet pas une erreur? Mais l'important de la vie, c'est pas de... Les erreurs qui durent depuis des siècles. Justement, ce que je dis, l'important, ce n'est pas de rester dans l'erreur, mais de se rendre compte de l'erreur et de s'ajuster tout simplement. Et donc, la première composante serait de voir tout ce qu'on peut faire pour mobiliser toutes les ressources possibles, que ce soit des ressources privées ou publiques ou internationales, pour pouvoir garantir déjà un niveau assez acceptable de financement des communes pour la RDC. Deuxième partie, c'est comment allouer ces ressources. Parce que des fois, on a des capitaux aussi, mais l'allocation pose problème. Il serait important aussi de voir qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme pour faire en sorte que ces capitaux qui sont mobilisés soient réellement utilisés à bon escient dans l'économie. On veut financer l'agriculture, par exemple, mais quand vous regardez les différents produits que les banques et autres institutions financières donnent à l'agriculture, ce sont des produits qui sont inadaptés. Vous commencez votre activité aujourd'hui, on vous donne un prêt, un crédit, et votre activité va commencer à produire après 5 ans. Mais déjà après 2 années, on vous demande de rembourser alors que l'activité va commencer. Mais vous comprenez que du coup, on vous tue. Ça va? Il faudrait adapter les Vous n'acceptez pas un crédit pareil. Justement, mais du coup, votre financement ne vient pas et vous êtes asphyxié aussi. Donc, vous êtes coincé de part et d'autre. Mais si, par contre, l'État accordait certaines mesures de facilité pour dire, par exemple, à une banque, toute banque qui, dans son portefeuille d'actifs, a une quantité de 30%
orientée vers l'agriculture, obtenir telle facilité, c'est une manière d'inciter les banques à mieux penser les produits et à financer davantage l'agriculture pour avoir cette facilité-là. Mais en faisant ça, parce que l'agriculture est mieux financée et qu'on arrive à mieux organiser le secteur en faisant de l'agro-business, mais on développe l'économie. Il faut noter qu'en RDC aujourd'hui, l'agriculture, comme j'ai dit, représente 15% du PIB. Mais le secteur agricole reprend aussi 60% des actifs du pays. C'est-à-dire que 60%, la majorité des Congolais qui travaillent ne produisent que 15%. Et la fine partie, 40%, produisent les autres. Vous comprenez qu'il y a un problème de productivité. On ne peut pas changer notre économie si on ne règle pas ce genre de problème. Avant qu'on aille un peu plus loin sur cette question de financement, par exemple, vous venez déjà d'effleurer la problématique. Vous parlez de mettre en place des mécanismes pour pouvoir accompagner les PME qui sont justement des éléments essentiels, notamment pour la création de cette classe moyenne. Mais la question, c'est que, vous avez dit ici, il y a un problème. Dans les différentes banques aujourd'hui, il y a de ressources pour ça. Mais les banques sont partagées entre le faible taux de remboursement de la dette qui gangrène la population, et ce sont des sociétés commerciales, ils ne sont pas là pour faire la philanthropie. Entre créer avec l'État qui a un problème avec des ressources et trouver une jonction pour que finalement le banque ait cette sécurité-là de retour sur leur investissement. Quelle serait la meilleure des choses à faire? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudra que le Congolais continue à attendre forcément l'État? De l'autre côté, certains n'ont pas des projets bancables. Dans cette marmaille-là, quelle est la meilleure jonction pour finalement faciliter l'accès au financement à ces PME qui sont quand même assez importants? Alors, vous comprenez toute la valeur de tout bon développement ici. Je vous ai dit ceci. Dans cette politique de financement, il serait important de savoir identifier toutes les sources possibles de financement. Il y a des ressources publiques qui restent dans le secteur de l'État. Qui sont souvent faibles. Pas forcément, c'est parce que juste il y a besoin de faire des réformes profondes dans la gestion des finances publiques, et on pourra mobiliser plus que ça. Il y a des ressources privées, et dans les privés, il y a les capitaux des Congolais qui sont ici sur place, et également, comme je disais tout à l'heure là, les transferts de nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, les remittances. C'est aussi une source importante. Pour votre information, les derniers chiffres produits par la Banque mondiale indiquent que les transferts de revenus des Congolais étrangers se chiffrent à plus de 1 milliard par an. Ce n'est pas à négliger. C'est la moitié de ce qu'on dépense pour l'importation. Voilà, et vous voyez, déjà, là, c'est un élément, mais j'allais le dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous importons des aliments pour 2 milliards. Si on transformait ces 2 milliards-là en investissement à l'intérieur, dans l'agriculture, avec tout cela comme potentialité, avec du sérieux, une organisation forte et bien, avec un bon réglage, ne pensez-vous pas qu'on va pouvoir booster le secteur? Moi, je pense que si. La gouvernance est un élément qui pose problème. On a eu des expériences malheureuses avec certains parcs agro-industriels parce que justement la gouvernance a posé problème et le modèle qui a été mis en place n'est pas bon parce qu'on a péché par rapport à certaines règles. On a eu Bukaranlo, ça n'a pas marché, ainsi de suite. Mais quand vous allez dans la partie orientale du pays, il y a le parc de Dingui là, un parc privé qui n'a pas coûté 100 millions de dollars, même pas 50 millions, mais qui fait ses preuves, mais parce que le modèle a été bien respecté. C'est-à-dire qu'on a bâti Dingui là sur les cendres de l'exploitation de cacao, de coton qui était autrefois. Et bien, dans ce pays, on a connu le succès dans l'agriculture. On était parmi les premiers dans la position de tel produit. Mais aujourd'hui, on est à la traîne. Mais rentrons vers ces éléments. Quand vous allez dans l'ex-province d'Équateur, il y a des palmeraies ici et là qui sont à l'abandon. Mais vous reprenez ça, vous transformez ça et vous faites de ça un vecteur pour produire de l'huile de palme, l'huile de palmiste et consorts. La Malaisie, qui est aujourd'hui comptée parmi les premiers producteurs, mais a trouvé ces boutures où? En RDC, à Yangambi. Mais qu'est-ce que nous voulons? On a apporté des mains les outils, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je disais ceci, quand je parle donc de la politique de financement, il faut regarder comment mobiliser toutes ces sources-là de revenus. Et ensuite, voir comment allouer. Vous avez dit quelque chose de fondamental ici. Vous dites que non, mais comment est-ce que ces PME, on peut leur accorder de l'argent parce qu'elles ont des problèmes de retour sur l'investissement, elles ne sont pas bancables. Mais j'ai dit ceci dans mon modèle. Il faut les stabiliser, c'est-à-dire les amener à se formaliser d'abord et à travers des incubateurs, les amener à mieux se structurer. Et ces incubateurs-là interviennent à différents niveaux selon le besoin. Il y a peut-être Mike Diana qui a de l'argent pour faire l'agriculture, mais il n'a pas la connaissance. Lui, il n'a pas besoin donc d'un financement, mais il a plutôt besoin de quoi? D'un accompagnement sur le plan technique, des techniques culturelles par exemple. Monsieur Marlon Kachamou a, lui, la connaissance, mais il n'a pas les moyens. Lui, il faut un incubateur financier.
D'autres ont les deux, mais ils ont un problème d'organisation de leur entreprise. Ce qui fait que malgré les efforts fournis, ils n'arrivent pas à dégager un produit net positif. Mais là, c'est un accompagnement sur le plan de la gouvernance d'entreprise qu'il faut faire. Donc, il faut analyser les problèmes au cas par cas, mais il faut agir. Et vraiment, il faut à fond que le pouvoir central, les gouvernements provinciaux, tous on mette la main dans la pâte pour qu'on bouge le pays. Une question de projection. Les gens qui vont nous suivre, avec un système de financement efficace dans la forme de l'économie congolaise, à quelle hauteur pouvons-nous récupérer suffisamment de ressources pour aller vers d'autres projets de développement? Il faut transformer la structure. Comme je l'ai dit, la structure n'est pas bonne. En termes de projection, qu'est-ce que ça peut nous valoir pour que les gens comprennent la nécessité d'aller vers cette réforme du système économique? Non, en fait, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire ici. Je parle d'abord de l'organisation de l'économie. Ce n'est même pas une question de financement. Il y a certaines décisions qu'il faut prendre, des textes qu'il faut prendre pour assainir. Ça ne dépend pas de l'argent. Non, puisque les gens n'entendent que le langage de l'argent. Aujourd'hui, on a besoin d'aller vers un budget colossal pour aller vers le projet intégrateur. Qu'est-ce que le retouche, le réforme, qui ne demande pas d'argent dans ces formes-là, peuvent nous apporter en tant qu'État? Non, il faut bien se comprendre. Ça va? L'État ne crée pas de la richesse directement. L'État prélève ses revenus sur la richesse créée par l'économie. Donc l'idée, c'est quoi ici? C'est de faire des réformes pour libérer le potentiel de croissance de l'économie. Et si ces réformes que j'annonce ici sont menées de manière sérieuse avec un suivi bien calibré, je crois qu'on peut porter notre taux de croissance à plus de 15%. Et si on le fait sur pratiquement 5 ans, la RDC deviendra un pays à revenu intermédiaire. Je pèse mes mots, mais tout dépend de comment est-ce qu'on aborde. Et il faudra avoir une stratégie. Alors, l'agriculture va jouer un rôle important, comme nous le savons tous, et le chef de l'État l'a dit, mais il faudra alors savoir comment est-ce qu'on transforme cette agriculture. Pourquoi les parcs agro-industriels, certains n'ont pas réussi? C'est parce que le modèle n'a pas été respecté. J'ai eu la chance d'être envoyé par le gouvernement congolais en Chine pour étudier le modèle de développement chinois. Et j'ai compris comment est-ce qu'ils sont arrivés à cela. C'est-à-dire qu'ils bâtissent le progrès à partir de l'existence qu'ils ont. Ils ont vu qu'il y avait des communautés qui produisaient, mais on les a organisées. Okay. On a augmenté leur productivité, on a développé les mécanismes de collaboration, on a intégré l'économie. Et sur base justement de ces centres de développement intégrés, on est arrivé à bâtir ensuite les parcs agro-industriels. Nous, on a commencé avec des parcs agro-industriels sans accompagner suffisamment les petits producteurs. C'est ça le problème. Le modèle a pêché par là. J'ai eu la chance de faire certaines études pour les bailleurs de fonds et arrivé en province, j'ai constaté que certains gouverneurs et certains ministres provinciaux m'ont dit que nous n'étions même pas informés du projet des parcs agro-industriels. Et ce qui va encore vous choquer, à Makutano 8, j'avais posé la question au ministre du Plan à l'époque pour lui dire « Monsieur le ministre, est-ce que le PDL 145 territoires a été bien discuté avec les ministres provinciaux, les gouverneurs, pour qu'on s'assure d'une bonne intégration au niveau central et provincial ?» Il m'a dit oui, mais arrivé sur le terrain, et dans certaines grandes provinces, parce que, vous savez, disons-le, du point de vue de la contribution au PIB, et même du point de vue de leur budget, certaines provinces sont grandes et d'autres petites. Le Haut-Katanga et le Haut-Bas sont des grandes provinces. Elles contribuent énormément au PIB et au budget de l'État. Mais arrivé là-bas, j'ai vu des ministres et des gouverneurs me dire qu'on n'était pas informés. Vous comprenez un peu? Et ça sont des faiblesses dans la gouvernance. Un problème de coordination de projet. De coordination. Il serait important d'améliorer la gouvernance pour qu'il y ait une sorte d'intégration aussi entre action du pouvoir central et provincial, parce que les deux doivent se conjuguer pour faire avancer le pays. Si on reste au niveau de Kinshasa sans tenir compte des réalités des provinces, nous ne faisons rien. C'est-à-dire qu'on tourne autour du pot. Il y a un problème. Donc vraiment, il serait important de reconsidérer beaucoup de choses dans notre façon d'organiser et de faire la gouvernance pour le fait économique. Donc c'est cette approche-là qu'il faudrait mettre en place. D'accord. Alors, la faiblesse au niveau de l'intervention de l'État dans l'économie fragilise d'autres structures, notamment comme la Banque centrale du Congo, qui aujourd'hui, il y a des guichets qui ne savent pas fonctionner convenablement, faute de la capacité de l'État à intervenir dans l'économie. S'il était demandé à Alexandre Choué aujourd'hui de pouvoir poser le base pour justement cette transformation de l'économie congolaise, par où commencerez-vous et par quoi? Il y a une action qui doit être menée par plusieurs acteurs au même moment pour pouvoir créer cette dynamique de transformation. Il y a nécessité d'agir dans le secteur de la sécurité parce que dans un environnement incertain, on ne peut pas booster l'économie. Et donc la politique gouvernementale dans le secteur de la sécurité est à reconsidérer, à développer rapidement
pour que l'on puisse sécuriser les acteurs de l'économie. Ça, c'était un levier sur lequel on ne peut pas lésiner. Okay. Il y a des mesures à prendre aussi sur le plan macroéconomique. Parce que pour prendre des décisions d'investissement, il faut que les gens aient la capacité de faire de bonnes conjectures. Mais dans un environnement d'inflation, de perte continue d'avoir la monnaie, il est difficile de faire des bonnes conjectures. Donc, il y a lieu aussi de reconsidérer beaucoup de choses dans la politique budgétaire et la politique monétaire. Il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Et puisqu'on parle de la question de financement, dans plusieurs pays, l'État finance aussi l'économie à travers notamment les caisses d'épargne et consorts. Mais nous avons plusieurs problèmes parce qu'on ne fait pas les réformes. Il faut corriger ça. Je vous dis bien que le potentiel en termes de recettes publiques en RDC est aujourd'hui énorme. Mais ce que l'on fait ne représente même pas la moitié de ce qu'on devrait faire. On peut. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'il y a besoin de faire des réformes, reconsidérer beaucoup de choses dans la gestion des finances publiques, mais on ne le fait pas. Il faudrait qu'on ait un nouveau système de gestion des finances publiques. Malheureusement, on ne l'a pas. Au niveau de la Banque centrale aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Dans le suivi du secteur financier lui-même, il y a beaucoup de problèmes qui ne se font pas. Dans le suivi du rapatriement des devises, il y a beaucoup de problèmes. Nous voyageons, comme j'ai l'habitude de le dire, dans les pays voisins en Afrique, ici, je ne parle pas des pays d'Occident, mais nous voyons comment est-ce que le marché d'échange est organisé. Chez nous, le marché d'échange est organisé de quelle manière? Il y a beaucoup trop d'infos. Et justement, on peut faire du blanchiment facilement. Dans ce contexte, les gens peuvent facilement détourner de l'argent public et passer par le marché d'échange congolais pour blanchir et avancer. Je me rappelle tout récemment ici dans cette histoire de forage. On nous a dit que certains opérateurs économiques qui étaient accusés ont fait passer l'argent par des bureaux de change. Ça montre qu'il y a un désordre dans le secteur. Ça sont des mesures courageuses à prendre. Et si on fait tout ça au niveau macroéconomique, on garantit également un certain environnement qui va contribuer. Au-delà de cela, il y a un travail à faire dans le domaine des infrastructures. On ne peut pas libérer le potentiel d'une économie sans infrastructure. Donc, il faudrait augmenter le taux d'investissement de l'État et mettre en place des mesures sérieuses de surveillance en ce qui concerne l'exécution des plans et programmes d'investissement. Mais au même moment que l'on fait cela, il faudrait aussi améliorer la gouvernance des entreprises publiques qui interviennent dans le secteur des infrastructures. L'énergie, SNEL, Regiso, Foner, Onatra, SCVT aujourd'hui. Il faut justement améliorer la gouvernance de ces entreprises-là. Si la gouvernance n'est pas améliorée, comment peut-on espérer? C'est vrai qu'il faut faire des réformes profondes là-bas et il faut que l'on prenne des pilules amères. Parce que souvent, ici en RDC, on dit que les entreprises publiques sont malades. Et c'est vrai. Mais chaque année, quand on fait l'évaluation des états financiers des entreprises, on voit également que les états financiers sont mauvais. Mais on avalise, on approuve et on avance. Mais pour arrêter, il faut prendre une pilule amère. Non, les états financiers sont mauvais, on refuse, on les rejette, on corrige, on assainit et on met en place des nouveaux dispositifs de gouvernance des entreprises pour s'assurer que l'on passe du négatif au positif. C'est à ce prix qu'on pourra aussi garantir un meilleur accès à l'électricité, à l'eau, à l'énergie, gaz, tout ce que vous voulez, et même garantir une meilleure circulation des personnes et aussi assurer la connectivité entre provinces. Donc il y a des mesures qui entourent tout le processus, mais dans les secteurs productifs, il y a des mesures fortes à prendre dans tous les secteurs. Le ministre de l'Industrie, le ministre des PME, le ministre du Commerce, tout le monde doit jouer sa partition, mais tout ça doit se mettre en place autour d'un cadre fédérateur, pour que les actions de X ne puissent pas annihiler ceux de Y, mais plutôt que les deux puissent se conjuguer pour créer cette dynamique. On a eu plusieurs programmes, comme j'ai dit tout à l'heure, là, le plan national stratégique de développement, PNSD, le PDI, le plan directeur d'innovation, PTA, plan national agricole, il y a d'autres programmes. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas les résultats? Il faut noter aussi que nous sommes dans un contexte de compétition. Autant que nous voulons attirer les IDE, investisseurs de l'étranger, nos voisins veulent aussi. Mais si eux offrent des conditions meilleures que les nôtres, comment est-ce qu'on va faire? C'est vrai qu'il faut avoir une stratégie, savoir qu'est-ce qu'on peut faire que les autres ne font pas, qu'est-ce qu'on donne que d'autres ne donnent pas pour qu'on attire. Et quand ça vient chez nous, comment on capitalise pour gagner au maximum possible? Et quand il y a des surplus, comment on réinjecte ça dans l'économie? Et c'est vrai qu'il faut avoir même une séquence dans la planification des actions. Okay. Je joue tel pion, parce que je sais qu'après avoir joué tel pion, je pourrais gagner 2 coups ou 3 sur mon adversaire. C'est comme ça qu'on joue aux dames. Je suis un damiste, vous comprenez un peu. Donc je réfléchis souvent à ces termes-là. Donc s'il y a une séquence bien définie, on pourrait donc créer des mécanismes cumulatifs de création de richesses qui permettront de mieux financer l'économie. Et par effet boule de neige, on va pousser l'économie à avancer. Donc c'est faisable, c'est jouable. C'est faisable, c'est jouable. Alors, plus de temps, on va chuter. Je devrais quand même vous poser cette dernière question.
êtes-vous optimiste en fonction des résultats et de l'échange que vous avez eu autour de cette discussion? Alors, dans mon introduction ici, j'ai montré que nous avons fait des réformes depuis 2002. On a eu la croissance, mais la structure de l'économie pose problème. La part d'agriculture est en baisse, le progrès est tiré par le secteur minier, Oui. mais la pauvreté demeure élevée. Et donc, par le fait d'avoir avancé l'idée de la transformation économique, de la diversification, je pense que le chef d'État a dit juste. C'est-à-dire qu'il faut réellement transformer cette économie. Mais comment transformer une économie et la rendre forte sans secteur privé? C'est impossible. Toutes les économies fortes du monde se fondent sur le secteur privé. Et donc, si aujourd'hui, on peut mettre en place une nouvelle vague de réformes qui permettrait au secteur privé de mieux jouer son rôle ou sa partition, mais également de contribuer à la transformation de l'économie, ben, c'est quelque chose. Donc, il y a beaucoup de gens, excusez-moi de le dire, mais il ne faut pas être toujours négatif dans l'esprit. Parce que ça vient du gouvernement actuel ou ça vient du président Tshisekedi, il faut juste dire que non, c'est mauvais. Non, soyons corrects. Parce que ce qui se fait, c'est l'intérêt du peuple. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'un Congolais pourrait se réjouir des contre-performances du pays. Bien au contraire, si aujourd'hui il y a croissance... C'est pas se réjouir, c'est critiquer. Oui, non, c'est-à-dire quoi? Critiquer ce qui est à critiquer, mais si tout est à critiquer par le plaisir de critiquer, là, ça devient un problème. Il faut plus de hauteur, c'est-à-dire essayer de regarder les choses de manière objective. Et là, je vous dis que j'estime que le président de la République a donné une bonne orientation. Tout le problème, c'est maintenant de savoir bien présenter ce plan de transformation, bien définir les réformes, et bien les implémenter, suivi, rigueur, ben, on verra les résultats. Si on applique le schéma tel que... Non, je pense que ça va donner lieu à de très bons résultats. Et donc, il faudrait développer des outils. En ce qui me concerne, je pense qu'il serait important de développer un outil qui devrait nous permettre de mieux gouverner notre économie. C'est créer une base de données interactive des informations sur les différentes entreprises qui opèrent en RDC. Si nous avons ce fichier répertoire qui liste toutes les entreprises dans leurs différents domaines d'intervention, le nombre de travailleurs qu'ils ont, la masse salariale payée, les avoirs en banque, les positions extérieures de chaque entreprise, ça permettrait d'avoir suffisamment d'informations pour mieux gouverner l'économie. Par exemple, au niveau de la DGI, en ayant cette liste des entreprises et des indicateurs financiers sur ces entreprises, on peut avoir une bonne base des personnes sur qui on peut réellement collecter l'impôt. Okay. En ayant aussi des informations à travers cette base, le ministère de l'économie peut suivre comment est-ce qu'on importe certains produits de grande consommation et comment est-ce que leurs prix sont fixés. Le ministère de l'Emploi peut se servir également de la même base de données pour mieux suivre l'emploi. C'est dans quel secteur qu'il y a plus de Congolais qui travaillent, les rémunérations sont payées sur quelle hauteur, ainsi de suite, pour voir comment définir les politiques sectorielles. Parce que l'élément information est très déterminant pour la définition et la mise en œuvre d'une politique et même le suivi. Or, si on n'a pas ça, ça pose problème. Donc, c'est un outil important que l'on devrait également envisager pour pouvoir avoir les leviers de notre action pour une économie. La question, c'est qui doit travailler sur cette réforme? Le ministère Parce que vous avez cité plusieurs... Le ministère du Plan devrait porter ce projet, mais bien sûr, la primature devrait avoir un œil là-dessus, ainsi que le président de la République, vu l'importance. Et il y a d'autres efforts aussi à fournir. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas de temps, mais je peux finir par là. Vous imaginez qu'aujourd'hui, nous avons une idée sur la croissance de la RDC, le PIB de la RDC, mais nous n'avons pas l'information sur le PIB des provinces. Ça, c'est un problème. Or, avec ce fichier-là, on peut connaître les entreprises, on peut aussi estimer le PIB de chaque province. Et si on a une connaissance du PIB de chaque province, on peut aussi voir réellement qu'est-ce que chaque province produit comme ressources pour l'État. Et avec ça, on devrait conforter la collecte des recettes publiques. Ça sera donc le mot de la fin. Alexandre Chouet, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Merci également vous d'avoir suivi ces numéros. Je vous rappelle, c'était l'acte 9 de l'entretien. On est revenu sur la réforme de l'économie nationale. Vous avez eu des éléments de réponse sur différentes orientations. On se retrouvera très vite, certainement pour un autre dossier économique, un dossier qui touche aux questions de développement parce que c'est l'essentiel et la politique, mais je dirais mieux la religion de ces plateaux. À très vite et excellente suite de programmes sur Zoom Echo.